Merci d'être venu à cette conférence, qui va être consacrée à un trias mérovingien inédit d'Orléans. Alors déjà, le titre, ça fait un petit peu pléonasme. Quand on dit un trias mérovingien inédit, systématiquement, tous les articles qui paraissent, c'est un trias mérovingien inédit. Alors, en fait, il est plus qu'inédit, mais vous allez le comprendre par la suite. Mais pour respecter les traditions, je garde... Voilà, éventuellement, je changerai, au niveau de la publication, je pense que je changerai. Alors, je vais vous présenter donc ce soir un trias mérovingien d'Orléans. Avant de vous le présenter comme ça, brutalement, je voudrais faire juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas spécialisés dans les monnaies mérovingiennes, 2 minutes, simplement pour essayer de resituer ce trias dans son contexte historique. Alors, il faut savoir que lorsque les Francs ont envahi la Gaule romaine, les Francs n'avaient pas de monnaie. D'accord ? Mais bien sûr, la monarchie mérovingienne va avoir besoin de numéraire. Et donc, comme elle n'a pas de tradition monétaire, elle va s'inspirer des monnaies déjà existantes gallo-romaines. Et donc, cette période va se partager en 3 grandes parties. Donc, dans les monnaies mérovingiennes, on considère la première période qui va à peu près de 500 à 585. C'est la période des monnaies de la frappe dite pseudo-impériale, d'accord, qui copie pratiquement les monnaies un peu byzantines. D'un côté, sur l'avers, vous avez une effigie avec un diadème perlé et le nom de l'empereur. En général, donc, on trouvera Anastase, Justinien, Maurice Tibère, etc. Bien que ce soit des monnaies frappées par Clovis. Voilà. Ensuite, la deuxième période, je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir. La deuxième période, c'est celle qui va de 585 à 675. Ça, c'est la période peut-être la plus importante, et c'est la période qu'on appelle des monétaires. À ce moment-là, le nom normalement du roi, puisque frapper monnaie, c'est un droit régalien. Et pour marquer les esprits, il est très important que le nom du souverain apparaisse. Et à ce moment-là, donc en 585, tout d'un coup, le nom du souverain va disparaître pour donner à la place un nom qui sera d'un personnage qui sera responsable de la frappe des monnaies, qu'on a appelé les monétaires. Et sur, d'ailleurs, ces monnaies, en général, il y a le nom du monétaire, suivi de monetary, ou monite tout court, voilà. Ou des fois, pas de monite parce qu'il n'y a pas la place. Ça, c'est donc la seconde période. Et puis, il va se passer un phénomène, c'est que progressivement, l'or va commencer à disparaître. Pour frapper des monnaies, il faut du métal et il faut de l'or. Et bien, de l'or, ça va s'amenuiser de plus en plus. Et à un moment donné, en 675, pratiquement, toute la frappe des monnaies d'or mérovingiennes va disparaître. On passera au denier d'argent. Et donc, la dernière période, c'est de 675 à 750 avec l'apparition des deniers de Pépin le Bref. Donc voilà, pour un petit peu retracer un petit peu le contexte historique. La monnaie que je vais vous présenter, donc ce trias, ça appartient à la deuxième période, celle des monétaires. Donc normalement, quand on m'a remis cette petite monnaie à étudier, oui, parce que la monnaie mérovingienne est tellement compliquée que il n'y a pas beaucoup, on n'a aucun document d'époque. Donc tout ce qui a été rédigé, tout ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est à travers les trouvailles qui ont été faites. D'accord ? Et je me suis référé essentiellement au Belfort. C'est la Bible. Donc quand on m'a remis cette petite monnaie, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, à part faire un petit article sur lequel il y aurait la photo de l'avers et du revers, donner la description des légendes, une description physique de la monnaie, son poids, son diamètre. En fait, quand je dis son poids, sa masse, c'est pareil.
et puis, préciser la nature du métal, de l'or. Voilà. Donc, normalement, j'aurais dû remplir une page à peu près, ça aurait été comme tout le monde, hein. Mais il se trouve qu'au fur et à mesure que je me suis plongé dans cette étude, eh bien, j'ai découvert des choses. Voilà, et qu'on va découvrir, que je vais vous faire découvrir. Et j'ai donc, curieusement, mené un petit peu ce travail de recherche, j'ai mené ça comme une enquête policière. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai mené ça comme une enquête policière. Donc, tout va reposer sur l'observation. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que j'ai progressé, j'ai compris des choses, je vais vous les montrer, et je vais aller jusqu'au bout de ma démonstration. J'ai moi-même été surpris de ce que j'ai appris. J'espère pouvoir... on en discutera après. Alors, ce qui serait bien, Madame Poularès, si... Voilà, maintenant, on va afficher la page, je vais vous le dire. La page numéro 6. Voilà. Voilà. Donc, juste un petit rappel rapidement. Pour savoir, l'atelier d'Orléans était un atelier qui a fonctionné de façon très importante à l'époque, au Moyen-Âge. Orléans se dote d'un atelier monétaire au moment en 511, au moment de la mort de Clovis. Le partage du royaume de Clovis entre ses 4 fils, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire, c'est Clodomir qui hérite du royaume d'Orléans, qui correspond à la Neustrie. Et donc, à partir de ce moment-là, Orléans va devenir un atelier qui va énormément frapper. L'atelier d'Orléans va fonctionner de façon importante tout le long du Moyen-Âge, mais qui s'arrêtera pratiquement à Charles VII. Après, il reprendra un petit peu plus tard, mais c'est Louis XIV qui redémarrera l'atelier de Louis XIV, mais en fait, le démarrage effectif n'aura lieu que sous Louis XV, Louis XVI, et il s'arrêtera à la Révolution. Donc, l'atelier d'Orléans a beaucoup fonctionné, a beaucoup travaillé. Alors, s'il vous plaît, maintenant, on va pouvoir... Alors, maintenant qu'on a planté un peu le décor, vous allez voir découvrir ce triens. Voilà, si vous pouvez monter tout doucement. Voilà, top. Oui, non, oui, encore un petit peu parce qu'il y a le... Voilà, encore un tout petit peu. Voilà, c'est bon. C'est tout. Donc voilà ce triens. Quand on le regarde, il n'a rien de particulier. C'est un triens banal, comme tout triens qui se respecte, rien de spécial. Alors, on va d'abord s'intéresser aux caractéristiques physiques. Métal, or. OK. Son poids, 1,13 grammes. Pour un diamètre de 10 mm et une épaisseur de, c'est en moyenne, hein, et une épaisseur de 1,2 mm. L'axe des coins, 3 heures. Alors ça veut dire quoi? Pour un rappel pour tout le monde, si je trace un axe qui part du bas vers le haut, qui oriente la face, l'avers, d'accord? Et si maintenant j'oriente pareil de la même façon du bas vers le haut, le revers, quand je dis 3 heures, ça veut dire que si on regarde à partir du droit, l'axe du revers va être situé comme ceci, ce qui fait un décalage de 90 degrés, c'est-à-dire 3 heures. Donc voilà, moi, comment je l'ai compté, mais je crois que c'est comme ça qu'on fait. Bien, alors je vous ai dit que tout va reposer sur l'observation, d'accord? Et la première chose qui m'a intrigué, regardez bien, c'est ceci. Diamètre 10 mm. Le poids, c'était à peu près, c'est conforme à peu près à ce qu'on a. Le diamètre, à peu près 10 mm, l'épaisseur 1,2 mm. C'est-à-dire que ça fait finalement, c'est une monnaie qui est frappée sur un flanc court et épais et qui a un aspect globulaire.
et ça m'a intrigué. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, parce que ça va être l'aboutissement de ma conclusion. On verra ça à la fin. Mais c'est ça qui, dès le départ, m'a mis un peu la puce à l'oreille. A priori, il n'y a rien de spécial. Mais vous allez voir que, malgré ce petit détail qui paraît insignifiant, eh bien, il va nous révéler, il va prendre une importance très grande qu'on ne soupçonne pas pour l'instant. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Ça se présente comme ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis particularité, flanc court et épais, d'aspect globuleux. Ça m'a intrigué. On y reviendra. Alors, pour la suite. Ah oui, attendez. Alors, maintenant, pendant qu'on y est, on va regarder les photos, parce qu'on va travailler à partir de ça. Alors, normalement, pour identifier un trias mérovingien, ben, c'est pas compliqué. Quand il est bien centré comme celui-ci, parfaitement lisible. Et, en général, les triens sont tous parfaitement bien conservés, tous ceux qui nous sont parvenus. Il y a une raison. Il y a une raison, c'est que, en fait, ces monnaies ne servaient pas à la circulation. Ce n'était pas une monnaie d'échange, elle n'avait pas un caractère commercial. D'accord ? Ces monnaies-là, en fait, elles étaient frappées sous l'autorité du monétaire, mais qui étaient destinées à être amenées au trésor royal. Donc, le pouvoir d'achat d'un triens à l'époque était énorme. Et les gens n'avaient pas besoin de... C'était une population qui vivait de son travail. Il exploitait ses terres. Il n'avait pas de besoin. On avait besoin d'argent essentiellement dans les villes. Mais la France, à cette époque-là, c'était une France essentiellement rurale. D'accord ? Donc, le triens, voilà, c'était sa finalité, c'était la collecte de l'impôt. Et le monétaire, lui, était responsable de cette collecte de l'impôt. Et c'est d'ailleurs pour ça que le nom du roi disparaît pour laisser la place à celui d'un monétaire. Parce que ça permettait en même temps sa comptabilité. Voilà. Et ce n'était bien sûr pas pour déplaire aux maires du palais, qui eux détenaient le véritable pouvoir, si bien que le nom du roi disparaissait pour laisser apparaître le nom du monétaire. Ça veut dire que progressivement, finalement, ça rangeait bien les vrais responsables de ceux qui détenaient le pouvoir. Donc, on va commencer tout de suite, parce que si on arrive déjà à situer l'atelier émetteur, on aura déjà gagné beaucoup de temps. Alors, vous voyez ici, voilà, à partir de l'origine, on arrive à lire A, V, R, I, L, I, A, N. Et cette lettre un petit peu bizarre, ben c'est un S, faut le comprendre comme ça. Il faut se mettre à la place, parce que aller graver ça sur 10 mm, c'est pas évident. Donc, alors, le décor, ben, c'est une croix grecque bouletée sur 2 degrés ou d'apparence montée sur un tronc de pyramide, voilà, une pyramide, une forme pyramidale tronquée. Donc, en fait, et quand on lit bien Aurelians. Sur d'autres triens, on lit Aurelianis, on lit en entier. Mais là, il n'y avait pas beaucoup de place. Donc, ça s'est abrégé en Aurelians. Mais c'est bien Orléans. Et puis, ce qui suit, si, vi, et ça c'est teinté. Civit, pour civitas. Donc, voilà. Déjà, de savoir que c'est une monnaie qui a été frappée à Orléans, ça permet déjà de limiter beaucoup les choses. Parce qu'en fait, on a recensé 1029 localités émettrices. Alors, ces chiffres, je pourrais vous dire d'où ils viennent, il n'y a aucun problème, ils seront justifiés. Et on a notre... Attendez, je crois que je vous raconte une blague. On a dénombré, en fait, 1029 localités émettrices et 1830 monétaires. Donc, vous voyez un petit peu l'importance. Ça surprend
Ça surprend, mais finalement, ça a mal été interprété par les numismates pendant très longtemps. On a parlé de anarchie monétaire. En fait, pas du tout. C'est que l'impôt était devenu tellement difficile à collecter qu'il a fallu installer ce système hiérarchique qui permettait de responsabiliser tout le monde et de remonter l'impôt au Trésor royal. Je voulais aussi dire autre chose. Oui. Pourquoi? Parce que du temps de l'époque romaine, Rome était une administration extrêmement centralisée et efficace. D'accord? Les Mérovingiens n'avaient pas n'étaient pas capables de mettre une administration centralisée aussi efficace. Les seuls revenus dont disposaient les Mérovingiens, c'était les taxes qui étaient imposées sur les marchandises, sur la circulation des marchandises, qu'on appelait les tons-lieux. Pratiquement, les revenus des Mérovingiens, de la monarchie mérovingienne, c'était donc les tons-lieux et les grands domaines, les grandes propriétés foncières et les grands domaines agricoles qui, eux, étaient capables de ramener de la richesse, hein, dès lors. Voilà. Mais au fur et à mesure que le temps passe, l'or va se raréfier. Une fois qu'on aura récupéré tout l'or des auréus de l'époque gallo-romaine, une fois que les gens auront ramené tout leur or sous forme de bijoux, donc certains vont utiliser des subterfuges. On y reviendra. Donc ce trien se frappait à Orléans. Alors maintenant, c'est pas compliqué, on va se reporter à l'Avers. Et on a de la chance, c'est clair, c'est très bien présenté, c'est très bien écrit. Regardez. Vous avez ici donc une effigie symbolique, bien sûr, avec le fameux diadème perlé qu'on rencontre sur toute la monnaie mérovingienne. Et vous avez en face le front, ici, une petite croisette. Je reviendrai aussi là-dessus. Et on lit distinctement des... C'est pour ça, suivez bien, parce que vous allez voir, on va découvrir des choses. D, R, O, C, T, et puis là, une lettre bizarre. Pour l'instant, je la saute. Je n'ai pas compris sur le coup. A, L, D, U et puis ES, qui n'était pas facile à faire. Et donc, on lit bien Droct Aldus. Droct Aldus, mais ça sonnait mal. Alors, j'ai regardé de plus près, j'ai regardé. Et puis, tout d'un coup, j'ai trouvé quelque chose. Vous voyez ici, vous avez un trait là, qui délimite une partie du cou. Bon, je me suis dit, on devrait trouver peut-être la même chose de l'autre côté. Et effectivement, regardez ça, un petit trait, c'est l'autre partie du cou. D'accord ou pas? Bon, on y reviendra aussi. Et puis, effectivement, vous avez ici le collier perlé qui encadre le buste. Donc, je me suis dit, dans ces conditions, ça, c'est pas une lettre, mais vu qu'elle n'est pas à la place, c'est un tout petit trait qui vient du cou, qui vient rejoindre la fameuse lettre que je n'arrivais pas à lire. Et donc, cette fois-ci, on lit bien Drocto Aldus. Ça sonnait mieux. Bien. Alors, je vous ai parlé donc du premier petit détail, ici, particularité, flanc court et épais d'aspect globuleux, qui m'a intrigué. Premier indice. Je reviendrai. Et là, je vais vous faire remarquer un petit détail qui finalement ne présente pas d'intérêt particulier. Il est simplement, il me permet de comprendre la lecture. On est bien d'accord. Mais ce petit détail, aussi insignifiant soit-il, vous allez voir qu'il va prendre une importance qu'on ne soupçonne pas. Vous avez une idée, non? Non, parfait. Non, justement. Voilà. Donc, ces deux indices, je me suis lancé dans cette recherche. Je me suis dit, c'est quand même, il y a des choses qui sont bizarres, qui ne collent pas. Bon, mais ce que je vous dis là, tout est bon. Hein. Mes deux remarques sont bonnes. Alors, je me suis dit, bon, ce qui serait intéressant, oui, bon, pour gagner du temps, je passe parce que je voulais vous expliquer d'autres choses et on ne va pas y arriver. Alors, donc maintenant, je me suis dit, c'est pas compliqué,
on a la localité, on a le nom exact maintenant du monétaire. C'est pas compliqué, on prend le Belfort, c'est le plus complet, il y a tout. Effectivement, je me suis reporté aux monnaies qui sont numérotées, alors au tome 1 du Belfort, pour les monnaies relatives aux monétaires uniquement, parce qu'il y a la partie des royales, mais nous, on est dans la partie des monétaires, d'accord? Donc, le tome 1 des numéros 487 à 540, pour la retrouver et puis lui donner son numéro de référence. Dans une publication, ça fait bien, on a fait le tour de la question et c'est terminé, il n'y a plus rien à dire. Et on pourra rentrer. Sauf que les choses ne vont pas se passer tout à fait comme ça. Je me suis reporté au Belfort. J'ai fait donc un à un tous les monétaires. Droctoaldus n'y est pas. Voilà. Là, ça commençait à devenir intéressant. C'est pour ça que je vous dis, j'ai mené ça un peu comme une enquête policière. Vous allez voir. Alors là, j'ai trouvé ça bizarre. Bon, je me suis dit, prenons le problème à l'envers. Je vais partir du nom des monétaires pour me reporter au tome 5 du Belfort, qui résume dans cette partie-là tous les monétaires qui ont œuvré dans tous les ateliers de l'époque. Alors, effectivement, j'ai bien trouvé, non pas un Droctoaldus, mais 3. Alors, oui, Madame Collaret, la page 7, s'il vous plaît. Voilà, on y est. Donc, si vous voulez, remonter encore un tout petit peu, Alors, encore un peu. Top, voilà. Regardez, j'ai donc dressé la liste. Dans l'article final, tout sera bien. Vous voyez? Donc, le premier monétaire est Brigizellus. Je ne vais pas tous vous les énumérer. On va passer rapidement. Après, il y a Bertulfus, Iaco, etc., etc. Regardez bien. Toute la liste. Et enfin, le dernier, Morinus, sous la direction duquel s'interrompt progressivement la frappe des triens et débute celle du monnayage d'argent, mais point de Droctoaldus. Et là, ça a été, je me suis dit, là, quand même curieux. Cette monnaie est tout à fait authentique. Hein. Il n'y a pas de problème, on ne peut pas douter. Bon, donc, si vous pouvez monter encore un tout petit peu, je me suis reporté au tome 5 du Belfort. J'ai trouvé donc, voilà, encore un petit peu, voilà, parfait. En se reportant alors au tome 5 de Belfort, à la table des personnages avec indication des ateliers où ils ont frappé monnaie, on retrouve bien à Droctoaldus l'existence de 3 monétaires certainement différents, vous allez comprendre pourquoi, portant ce nom, ayant exercé sur 3 ateliers distincts qui sont, on a retrouvé, Emona, point d'interrogation, ça, on n'a jamais réussi à identifier la localité. Le deuxième, Exona, aujourd'hui Corbeil-Essonnes. Bon. Et enfin, Mauriena, Saint-Jean de Maurienne en Savoie, mais pas d'Orléans. Alors là, ça commençait à se compliquer. Mais je me suis dit, bon, Exona, Corbeil-Essonnes, c'est pas très loin. On n'est jamais qu'à une centaine de kilomètres. À cette époque-là, c'est joignable en une journée de cheval. Alors la question que je me suis posée, est-il possible que ce Droctoaldus de Corbeil-Essonnes ait travaillé aussi sur Orléans? Certainement. Encore faut-il le prouver. Tout ce que je vous annonce, toutes les dates que je vous ai données, tout ce que je vais vous expliquer sera absolument justifié. Je ne donnerai rien sans que ce soit justifié. Ça pourrait être contesté. Alors, compte tenu donc des situations géographiques en présence, bien sûr, j'ai commencé à supposer que le Droctoaldus de Corbeil-Essonnes, c'était le même. Mais bon, ce serait bien quand même de s'en assurer. Alors, d'abord, je me suis dit, existe-t-il des monétaires qui auraient travaillé sur des ateliers différents comme ça?
Alors, évidemment, il a fallu fouiller. J'ai fouillé un petit peu sur tout ce qui avait été publié, écrit, rédigé, etc., etc. Et il se trouve que j'ai trouvé ceci. Alors, j'ai trouvé ceci. Je vous le lis quand je fais des citations, je me reporte exactement au texte. Voilà. Alors, la question que je me suis posée, c'est avons-nous connaissance de l'existence par ailleurs d'une situation analogue où un même monétaire aurait travaillé sur deux ateliers distincts? Et j'ai retrouvé ceci dans un article, Triens mérovingien inédit, là aussi, frappé à Vienne et publié en 1931. L'auteur précise, c'est un fait connu, alors j'extrais que la phrase, hein. C'est un fait connu que certains monétaires travaillaient successivement dans plusieurs villes. Donc, bon, c'était quand même rassurant. C'est ainsi que, d'après M. Vallier, le monétaire Maretonus, si vous voulez, Madame Coularé, montez jusqu'à la fin de page, s'il vous plaît. Montez, montez, montez. Voilà, voilà, c'est marqué là. Voilà. C'est un fait connu que certains monétaires travaillaient successivement dans plusieurs villes. C'est ainsi que, d'après M. Vallier, le monétaire Maretonus opéra à Vienne, d'accord, à Rutenus, Rodez, et Flavinus opéra à Gracianopolis, Grenoble, et à Mauriena, Saint-Jean-de-Maurienne, etc., etc. Ça veut dire que donc, ce que j'ai observé, c'était quelque chose qui était connu, qui est connu, on sait. Donc, c'était possible. Je me suis dit donc, ce fameux Droctualdus qui a travaillé sur Corbeil-Essonnes, ça tient la route, il peut avoir travaillé sur Orléans. Mais le problème, si vous voulez redescendre maintenant dans la liste des monétaires, en début, merci, encore. Voilà, très bien. Le problème maintenant, ce serait intéressant de se dire, mais où maintenant Droctualdus s'insère dans cette liste? Et là, vous allez me dire, bon, je ne vois pas comment on peut faire. Hein. Difficile. Bon, c'est peut-être possible, mais ce n'est pas évident. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allé me renseigner à la médiathèque d'Orléans, qui conserve les collections des monnaies qui ont été frappées à Orléans depuis la période gauloise jusqu'à la Révolution. Et je me suis fait remettre le fichier photographique de tous les triens, des triens, oui, mérovingiens frappés à Orléans. D'accord? Et voilà ce que j'ai trouvé. Alors, je suis en même temps mon truc. S'il vous plaît, madame. La page 8, s'il vous plaît. La page suivante. Oui. Voilà. Montez encore un peu. Encore un petit peu. Voilà. Parfait. Je vois ça. Regardez cette monnaie. Alors, ce sont deux monnaies de Maurinius. Vous voyez? Regardez le graphisme. La tête orientée à droite. La petite croisette au départ. Le nom du monétaire sur l'avers. Aurelianis. Civita, Civit, pareil, ou on ne voit pas bien, Civit, ouais, quelque chose comme ça. Voilà un deuxième aussi de Maurinius, la croix nette, on le reconnaît bien. L'effigie orientée à droite, le collier, regardez le collier perlé, qui encadre le buste. Regardez, la croix grecque sur deux, Aurelianis, Civita. Bon, là je me suis dit, il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Droctualdus s'inscrit forcément tout près. Parce que si on compare les autres, il n'y a rien de comparable, rien. Donc je me suis dit, Droctualdus s'inscrit certainement soit juste avant Maurinius, soit juste après. Et là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir déduire d'autres choses. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Avant ou après, je ne sais pas. D'accord? Mais, souvenez-vous ce que je vous ai dit. Maurinius est le dernier monétaire qui a frappé les monnaies d'or
Ensuite, on a frappé des monnaies d'argent. Oui, mais Droctwaldus peut très bien s'insérer après. Oui, mais on sait, parce que je l'ai en photographie, je ne pouvais pas tout mettre. Morinus a frappé après des deniers d'argent. Ce qui veut dire que Droctwaldus ne peut pas s'inscrire après Morinus. Il est donc forcé de s'inscrire juste avant. Et ça voudrait dire que les ouvriers, les graveurs qui ont travaillé sur cette série monétaire Droctwaldus Morinus, ce sont les mêmes ouvriers. Ils ont gardé les mêmes motifs, ils ont répété les mêmes symboles. Regardez, mais tout colle. Vous voyez? J'attendais que vous me fassiez une remarque. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Je vous avais dit, faites attention, suivez bien. Le moindre détail va nous en apprendre. Alors, bon. Madame, s'il vous plaît, à la page du Triens, du Triens d'Orléans, à la page 6. Page 6. Très bien, pas plus loin. Regardez. Alors, ça, où se trouve cet indice absolument invisible, hein? Moi, il m'a imaginé parce que je me suis dit tout colle sauf une chose. Alors, ce détail se trouve sur l'avers. Regardez bien cet avers. D'accord? Bon. Peut-on revenir, s'il vous plaît, à la page 8? Voilà. Bien. Voilà. Top. Regardez maintenant. Tout colle, sauf une chose. Oui. Regardez, le diadème. Bon, d'accord, c'est bien, c'est un diadème. Mais regardez, il finit en boucle fermée. Dans les deux. On peut revenir à la page 6, s'il vous plaît? Regardez, paf! Vous voyez? Il se termine en boucle relevée. Tout ça c'est écrit dans l'article. Hein. Je passe parce que, vous voyez, il n'a plus beaucoup de temps et j'ai encore des trucs à vous raconter. Voilà. Et là, je me suis dit, ça ne colle pas, c'est embêtant. C'est un peu comme une démonstration mathématique. S'il y a une ligne de calcul qui est fausse, le résultat est faux. Ça m'a gêné. Regardez bien ce que je vous ai dit tout de suite. Un trait pour le coup, un deuxième trait pour l'autre côté du cou. En fait, la première fois, je me suis trompé. Ce n'est pas le deuxième trait du buste, mais regardez, il a oublié, le graveur, de faire une liaison. Alors, ce n'est pas fini. Je vais vous le montrer. Passez, s'il vous plaît, à la page 9, la suivante. Voilà, bougez plus. Très bien. Donc voilà la boucle relevée. Voilà l'appendice, en fait, terminal de la boucle relevée. Et la lettre O. Regardez, j'ai fait à l'ordinateur, j'ai fait cette petite liaison, vous voyez, en or, quoi, hein, voilà. Regardez, ça tombe exactement, il y a une courbure. Hein. Voilà la liaison manquante. Ça veut dire quoi? Ça confirme qu'effectivement, ce triens de Droctwaldus a bien été frappé dans la continuité. Le problème est de savoir, donc maintenant on en est sûr, il est juste avant. D'accord? Tout le monde est bien d'accord. Hein? Vous voyez que tout ce que l'on déduit repose uniquement sur l'observation. Tout ça m'a échappé au début. Alors maintenant, il y a une autre question qui va se poser. Donc maintenant, on est certain. On va faire ensuite un essai de datation. Pourquoi on va pouvoir faire un essai de datation? Vous allez voir. Je vais vous l'expliquer. Je ne veux pas vous donner une date comme ça en me disant, ben, vu qu'il a arrêté en 675, bon, lui, il doit se situer un tout petit peu avant. Je vais vous justifier comment je vous donne ce chiffre. Avant de continuer, donc, voilà la confirmation. Là, il n'y a plus de doute possible. Bien. Alors, donc, la question qui va se poser plus tard, c'est ce fameux Droctwaldus. Il a travaillé dans quel sens? Corbeil-Essonnes-Orléans ou Orléans-Corbeil-Essonnes? Là, on ne va pas pouvoir le savoir. Eh bien, si. Pourquoi vous connaissez toutes les réponses ou quoi?
D'accord. Je répondrai donc à cette question, vous allez voir pourquoi. Alors, avant de passer à cette question, et avant de passer à la fin, donc, essai de datation. Alors, l'essai de datation, Madame Coularet, vous allez m'afficher la page 10, s'il vous plaît. Voilà, essai de datation. Oui, encore un petit peu, encore un petit peu. Voilà, voilà. Bon, on va remonter après. Allez, essai de datation. Dès lors qu'on aborde le problème de datation des monnaies mérovingiennes, c'est absolument épouvantable. Hein. C'est très difficile, tellement que le sujet est complexe, il y a tellement de contradictions qu'on ne sait pas. Bon, mais tout le monde s'accorde sur la date de 570, voilà, fixant l'apparition des noms des premiers monétaires et 675 pour celle de la fin des monnaies d'or. À Orléans, Détrien sous nom de Clovis II, donc on est dans la période d'avant. Hein. Alors, je reprends plutôt la phrase qui vient juste après. Les Détriens royaux ont été frappés entre 623 et 657, etc. On est d'accord. Bon, pour nous. Et aussi, ont été frappés sous Clovis II entre 635 et 647. C'est-à-dire qu'à partir de 647, un petit peu après, ce sont les monétaires qui apparaissent. D'accord? Donc ça va être très intéressant. S'il vous plaît, Madame Coularet, encore un tout petit peu vers le haut. Voilà. On peut donc admettre que le monnayage autonome d'Orléans débute aux environs de 647 pour se terminer avec Maurinius vers 675 par l'abandon de la monnaie d'or au profit de la monnaie d'argent, avec une durée moyenne d'activité. Pour ne pas vous donner de chiffres qui tomberaient du ciel, ce sont des moyennes, mais au moins elle est justifiée. Alors maintenant on est passé. Alors attendez. Oui, pouvez-vous s'il vous plaît redescendre ou remonter dans le document. Remonter. Non, oui. Voilà, stop. Vous voyez, cette fois-ci j'ai inséré Droctualdus. Vous voyez, la même liste. D'accord? J'ai dit, je l'ai souligné. Moi je le mets là, Droctualdus Maurinius, parce que maintenant j'en suis sûr, on en est sûr. Donc voilà, ça nous fait donc maintenant 11 monétaires. Ça montre bien qu'Orléans a beaucoup frappé. Hein. 11 monétaires se sont succédés. Alors s'il vous plaît, voilà, on peut maintenant... Oui, très bien. Alors j'ai fait une petite estimation. 675 moins 647 à peu près, ça nous divisé par 11, ça veut dire qu'en moyenne, chaque monétaire est resté 2 ans et demi, à peu près. À peu près, ça devait... je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais bon, en moyenne, durait 2 ans et demi. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut encore remonter encore un petit peu? Si bien que je me suis dit, dans ces conditions, si l'insertion de Droctualdus, juste avant Maurinius, peut être considérée comme quasi certaine à la vue des éléments... Voilà, merci. À la vue des éléments dont nous disposons, il devient alors peut-être possible de déterminer ou d'approcher, il faut être prudent, hein, dans un intervalle temporel de la frappe du triangle de Droctualdus, qu'on pourrait situer très approximativement en tenant compte de la durée moyenne d'exercice par monétaire quelques années avant 675. C'est-à-dire que ça ne reposerait à peu près à 670. Et donc de proposer un intervalle possible de temps allant de 670, 671, peut-être 672, peut-être même très court, 670, 671. Pourquoi? Mais parce que dans toutes les monnaies qui nous sont parvenues, qui ont été frappées à Orléans, de l'époque mérovingienne, on a pratiquement, semble être représentatif de tous les monétaires qui ont travaillé. On n'en a pas retrouvé de Droctualdus, il n'y en a pas. C'est la seule, vous avez la chance de la découvrir aujourd'hui, d'accord? Ce qui voudrait dire que peut-être, pourquoi on ne l'a pas retrouvé? Parce que peut-être il n'est pas resté longtemps et la quantité de frappe est très faible. Mais coup de chance, la voilà. C'est quand même un honneur pour vous d'assister quand même. Bon, donc je propose ceci, 670, 671, peut-être 672. Vous voyez que finalement, avec des observations absolument banales, négligeables, auxquelles on aurait, d'un revers de la main, éliminé, on est arrivé à déduire un certain nombre de choses. Et on n'est pas arrivé au bout. Vous allez voir la surprise. Moi-même, j'ai été surpris. Donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir situer
dans une fourchette de 2 ans, la frappe de ce triangle, on n'est pas loin. Si, on ne saura jamais, mais si on pouvait savoir, on serait surpris de voir qu'on n'est pas loin. D'accord? Bon. Alors, je continue. Ouais, d'accord. Donc, tout ça, je vous l'ai expliqué. Hein, d'accord. Alors, le problème. Ah oui, dernier aspect. S'il vous plaît, la page 10, remontez un petit. Voilà, on peut. Voilà, il faut redescendre maintenant. Voilà, allez-y. Jusqu'en bas de page. Le problème de l'ordre de succession des charges monétaires. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un petit peu trop. Là où il y a encore un peu. Top, voilà. Le problème de l'ordre de la succession des charges monétaires, ce serait intéressant, pendant qu'on y est, de savoir. Eh bien, il a été établi précédemment que Drotteldus avait occupé successivement les fonctions monétaires sur Orléans, Corbeil-Essonnes. Serait-il alors possible de déterminer l'ordre de la succession de ces fonctions entre ces deux ateliers? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. À l'époque mérovingienne, à la suite du partage du royaume de Clovis en 511 entre ses 4 fils, Orléans devient la capitale de l'industrie. Elle se dote alors d'un atelier monétaire important. L'observation des monnaies qui nous sont parvenues, recensées par le Belfort, montre que, selon le monétaire, écoutez bien maintenant, montre que, selon le monétaire, en activité dans cet atelier, le nom de celui-ci apparaît soit sur l'avers, écoutez bien, associé à une effigie et le nom de la ville au revers, soit au revers et inversement pour le nom de la ville. Donc on a les deux cas. En ce qui concerne le triince d'Orléans, Droctualdus apparaît sur l'avers de la monnaie, avec pour particularité d'être frappé sur un flanc court et globuleux, exactement comme sur les triinces du même monétaire de Corbeil-Essonnes. Ce qui montre bien que c'est bien le même. Ça conforte aussi. J'ai pas fini. Toujours en se référant au Belfort, l'atelier de Corbeil-Essonnes, bien moins important qu'Orléans, ne compterait que 3 monétaires, dont Droctualdus serait le dernier en activité. Or, parmi les monétaires ayant exercé dans cet atelier, seuls les triens de Droctualdus portent le nom du monétaire sur l'avers, comme à Orléans, et celui de l'atelier au revers, alors que tous les autres monétaires ont leur nom au revers. Alors, il y a des petits repères, c'est pour gagner du temps, hein, parce qu'il ne reste plus que 10 minutes. Mais tout ça, tout le détail, toutes les explications, vous les aurez dans l'article qui sera publié. On peut donc raisonnablement supposer que Droctualdus, venant d'Orléans, conserve sur Corbeil-Essonnes son nom sur l'avers du triince ainsi que la forme globulaire de la monnaie. D'ailleurs, Morinus, qui semble prendre la suite de sa charge de Droctualdus sur Orléans, conserve les mêmes particularités physiques. Oui, passez à la page suivante. Merci. Voilà. Et représentative mis en place par son prédécesseur. Dans ces conditions, on peut donc envisager que Droctualdus prend d'abord la charge de l'atelier d'Orléans, puis ensuite celle de Corbeil-Essonnes, ce qui conforterait d'une part la succession de Morinus à Droctualdus sur Orléans, comme nous avons essayé de le démontrer, et l'occupation de la dernière charge de Droctualdus sur Corbeil-Essonnes. Mais soyons prudents, tout cela ne reste qu'une hypothèse, vraisemblable et possible, en tout cas la plus probable, qui resterait à confirmer. Mais bon, je suis sûr de moi. Hein. Voilà. Ce n'est pas fini. La conclusion, vous ne la faites pas apparaître parce que maintenant, je vais attaquer. Allez, j'ai plus que 10 minutes. Alors, maintenant, souvenez-vous. Je vous ai dit, premier indice qui m'a intrigué, c'est une monnaie, flanc court, épais, d'aspect globulaire. J'ai bien pensé à quelque chose. Alors moi, je suis allé beaucoup plus loin. Comme je m'intéresse à la physique, d'accord ? Eh bien, j'ai fait la mesure de la densité de cette monnaie. Alors, pour faire la mesure d'une densité d'une si petite monnaie, alors en général, pour faire une mesure de densité, le plus simple, il y a 2 méthodes. Méthode d'Archimède, très simple, d'accord ? Mais lorsque le volume est très petit, on ne peut pas, il faudrait mesurer, il faudrait disposer d'une balance avec
3 chiffres significatifs après la virgule des grammes. J'en ai une. Je l'ai testé. 3 chiffres significatifs, c'est pas vrai. Hein. Le dernier, c'est pour la pub. Hein. Il faut donc une balance de très haute précision. Ou alors, j'ai eu la chance, parce que je bricole beaucoup, j'étais prof de physique, donc des appareils, j'en ai fait. Je me suis fabriqué un petit volumètre, pas facile à faire, mais pour faire des tout petits volumes. Donc sur un tube creux, quoi, un peu comme un thermomètre, hein, en mesurant, enfin, le niveau d'eau monte lorsque je mets en refermant bien sûr tout, en faisant les réglages, c'est très difficile, il faut faire plusieurs mesures. Hein. D'accord? Je suis arrivé à ce résultat suivant. Alors vous allez passer maintenant, s'il vous plaît, madame, à la page 12, le diagramme ternaire. Eh bien, on y est. Voilà, montez. Je passe tout ça parce qu'on n'a plus le temps. Voilà, il faut aller vite. Top. Voilà. Le diagramme ternaire est très facile. D'habitude, quand on fait un diagramme en maths, c'est un système cartésien, hop, orthonormé, on trace une courbe, il n'y a pas de problème. Quand il y a x et y, pas de problème. Là, on est en présence de 3 inconnus. C'est une monnaie en or, bien sûr, mais c'est un alliage, parce que, donc, en général, toutes les monnaies en or sont or, argent et cuivre. Donc, je me suis intéressé à déterminer le dosage de cette monnaie. Alors, comment ça se lit un diagramme? Il y a 3 inconnus, où on les appelle A, B, C, où on les appelle X, Y, Z, peu importe. Hein. Donc, voilà. Et donc, le point qui représente le dosage du métal, ça s'appelle c'est un triplet qu'on appelle un barycentre métallique, hein, qui compose les 3 taux. Alors là, il faut que je corrige le document, je me suis trompé, hein, mais voilà. Par exemple, imaginons que le point se trouve ici, en fonction de c'est la densité qui va nous le dire, hein, voilà. Eh bien, ça veut dire qu'il est composé ici, vous voyez, en projetant sur les 3 axes parallèles au triangle équilatéral, eh bien, il est composé de 60% de C, il est composé de 20% par exemple de cuivre, et puis 20% d'argent par exemple. Hein, voilà. D'accord? Donc, l'utilisation est très simple. Le problème, c'est que pour faire une mesure, les calculs sont simples à faire, ce n'est pas un problème. Seulement, on est en présence de 3 inconnus et on ne peut faire que 2 mesures physiques. La masse et le volume. Il nous manque une 3e mesure physique qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'on utilise le diagramme trinaire, parce que, en plus de cela, c'est un diagramme coloré, c'est-à-dire que tous les métallurgistes l'utilisent, il y en a qui ont l'habitude, rien qu'en regardant la couleur du métal, vous reconnaissez tout de suite le dosage. Moi, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va gagner du temps. Continuez, s'il vous plaît, la page 13. Ah oui, ça passe vite, Olivier. Bon, ça va, ok. Alors, attendez, on est, s'il vous plaît, oui, descendez un tout petit peu, descendez. Alors, je vous fais, non, pardon. Encore. Voilà. De toute façon, tout est démontré. Les résultats que j'obtiens, pour ne pas qu'ils soient, on pourra toujours dire, bah oui, il a peut-être fait une erreur, on ne sait pas, bon. Tout est justifié, tout est démontré, tout figurera sur l'article pour qu'il n'y ait pas de doute possible. Alors, regardez bien les densités en milligrammes par millimètre cube. Hein, voilà. Le cuivre, c'est 8,92 mg par millimètre cube. L'argent, 10,50. Vous voyez, c'est très proche. Hein, bon. Et l'or, 19,30. Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus lourd. C'est normal. Donc, maintenant, vous pouvez descendre. Je vous fais grâce de tous ces calculs. C'est sans importance. Tout ça, c'est stop. Oui, tout ça aussi. Non, mais ceux qui seront exploités, voilà. Parce que je suis obligé de mettre. Ben, sinon, je donne des chiffres. On va me dire, mais c'est bidon. Il faut bien. Moi, tout ce que je donne,
encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Top, voilà, ça y est, les mesures. J'ai donc mesuré, voilà, les deux mesures physiques ont donné les résultats suivants. La masse de la monnaie M en milligrammes, hein, 1130 milligrammes, puisque j'ai des milligrammes parmi les densités, il faut que les unités collent. Hein. Le volume de la monnaie, 94 mm3, ce qui vous donne une densité de 12 mg par millimètre cube. C'est pas très élevé. On est bien d'accord? L'or, 19,8. On est à peine au-dessus. Et là, je me suis dit, ce que j'ai pensé au tout début qui m'a intrigué, je me suis dit, ce trien, ce qui est parfait, je l'ai regardé, impeccable. Belle couleur dorée, hein. C'est de l'or à 18 carats. Hein. Pas de problème. Quand j'ai fait ce calcul et que j'ai trouvé 12 mg, bon, ben maintenant je vais vous expliquer. Ben oui, on peut douter que cette monnaie soit fourrée. Elle est bien faite. Hein. Alors vous me dites, ben oui, mais on veut des preuves. Je vous en donne des preuves. Donc voilà. Alors maintenant, s'il vous plaît, montez, montez, montez encore. Enfin, je veux dire, oui, oui. Voilà, allez-y. Voilà, ça c'est les calculs. Voilà, on ne pourra pas me critiquer sur les calculs. On ne pourra rien dire. Je mets au défi de devenir. Non, non. Voilà, très bien, parfait. Voilà le diagramme trinaire avec les colorations. Alors maintenant, regardez bien. Alors bien sûr, comme les calculs, comme on n'a que deux équations et trois inconnues, je ne peux déterminer que le lieu géométrique de la droite sur laquelle se trouve. Bon, et c'est la couleur du métal qui va nous le donner. Bon, alors évidemment, c'est pas blanchâtre, c'est pas vert jaune, c'est pas rougeâtre, c'est pas rose. Donc c'est quelque part ici. Donc voilà, on la met là. Et là, on trouve bien ici, évidemment, 40% d'or, 30% d'argent, 30% de cuivre. Alors, j'ai trouvé que c'est... Alors, qu'est-ce qui conforte maintenant ce que je vais vous dire? C'est que là, c'est du jaunâtre. Quand on regarde la pièce, elle n'est pas jaunâtre. Elle est ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trien s'est fourré. Et puis, il ne faut pas vous étonner. Il ne faut pas s'en étonner, il n'y avait plus d'or. Donc, il fallait trouver les moyens. Je n'ai pas fini. Alors, vous allez me dire, ben oui, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est effectivement amener ce trien, j'aurais pu l'amener au centre Ernest Babelon d'Orléans, tout à fait, par la méthode de fluorescence X, on a tout, y compris les traces métalliques, tout ce que contient seulement le problème. C'est bien, c'est très bien, ça c'est très bien. Le centre Ernest Babelon d'Orléans, c'est le deuxième au monde, je crois, hein, c'est une analyse de surface. La pénétration, ça ne pénètre que autour de quelques microns, c'est tout. Donc, je vais l'amener à Orléans, ils vont me dire, ah, ben voilà, ben, le taux d'or, ben, c'est pas compliqué, hein, c'est 70%. Hein. Rien qu'à l'œil, j'ai eu un doute, ça m'a confirmé, j'ai compris. J'ai dit, ce trien, c'est fourré. Vous allez me dire, oui, mais on veut des preuves. Vous en voulez des preuves? Je vais vous en donner. Alors, attendez, que je regarde, que je suive un petit peu mon papier, parce que comme c'est un peu la course. Oui, alors, déroulez, remontez. Non, pas remonter, oui, oui, continuez, voilà, c'est ça. Voilà, stop, voilà. Le point barycentrique métallique M sur la droite, déterminé à partir de la coupe jaunâtre du métal et choisi au mieux, m'a donné, voilà, cette répartition. Or, le taux d'or, 40%, 30 de cuivre. Ce résultat ne constitue qu'une simple estimation, mais qui finalement, mais je peux vous dire, très proche de la réalité. D'accord? Mais maintenant, vous attendez des preuves. Alors, je me suis dit, ben, sur Orléans, déjà sur Orléans, parce que je ne peux pas tout mettre, c'est pas un article, c'est une thèse. Hein. J'en ai déjà... Alors, sur le fichier que m'a remis la médiathèque d'Orléans, j'ai des triens de Morinus. Visiblement, on le voit, ils sont fourrés. Ça veut donc, et en plus, ils sont pareils, flancs courts épais d'aspect globulaire.
Ça veut dire que Morinus, il a fait pareil. Ben oui, il n'y avait plus d'or. Donc il a bien fallu. Ce sont des monnaies authentiques, hein, mais bon, il n'y avait plus d'or, il n'y avait plus d'or. Donc il fallait en fournir et il fallait trouver un subterfuge. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont si petites. D'accord? Vous allez me dire, je veux une preuve. C'est pas assez, parce que la preuve, je l'ai sur Morinus, je ne l'ai pas sur Droctoaldus, sur Orléans. Alors sur Orléans, on ne l'aura pas. Ben, on ne peut pas. Oui. Sur Orléans, on ne l'aura pas, bien sûr, puisque la seule monnaie connue, c'est celle que je vous apporte. Bien. Alors, ben, pour vous conforter encore un petit peu, avant d'attaquer l'étape finale, la conclusion finale, ce triens de Droctoaldus fait, si vous vous souvenez bien, 10 mm de diamètre, 1,8 mm d'épaisseur. Très, très court. Il y a des triens qui font 15 mm. Si on avait voulu faire un triens de 15 mm, avec le même volume, bien sûr, hein, à volume constant, l'épaisseur serait réduite à 0,5 mm. D'accord? Bien sûr. Alors, c'est le même problème, je vais vous expliquer. Je suis fabricant de petits pois. Je commercialise des petits pois. Je mets ça des petits pois dans une boîte. Il faut que mon produit de vente soit, il faut que je gagne le maximum d'argent. Il faut donc que la boîte en ferraille qui va contenir les petits pois, eh bien, me coûte le minimum en métal. Il faut donc, je veux que ce soit un cylindre. Quelle dimension je dois donner au cylindre de cette boîte, aux dimensions de cette boîte, diamètre et hauteur, pour que ça corresponde au minimum de métal? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, on sait faire. C'est un exercice tout à fait banal. Quand on étudie, si je fais un système d'axes, voilà, qui représente en ordonnée la surface occupée par cette boîte, et puis la dimension, par exemple, du diamètre en abscisse, eh bien, j'obtiens une courbe qui est comme ça, qui part de très haut, qui décroît, 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 passe par un extrémum qui est un minimum, et qui augmente, voilà. Eh bien, l'extrémum, on sait le calculer, c'est très simple, d'accord? Il correspond au calcul de la dérivée quand on annule cette dérivée. À ce moment-là, on a la surface minimum à recouvrir. Et donc, pour moi, à vendre mes petits pois et à gagner. Eh bien, donc, ce minimum est obtenu pour un cylindre lorsque le diamètre est égal à l'épaisseur. Le diamètre, oui, est égal à la hauteur de la boîte de petits pois. Quand vous irez acheter des petits pois, la prochaine fois, vous regarderez bien. Oui, tout à fait. Droctoaldus, qui ne connaissait pas le calcul des dérivées, qui ne connaissait pas le calcul des fonctions, avait compris intuitivement qu'il fallait faire la monnaie la plus courte possible, mais sans trop que ça se voit. Il n'allait pas faire un cylindre, évidemment. Il n'allait pas faire un cylindre. On n'aurait pas pu l'aggraver. Mais bon, il a trouvé un compromis. Allez, 10 mm, 1,2 mm d'épaisseur, ça passe. Les graveurs arrivaient à faire... Vous allez me dire, c'est vrai, et j'ai fait les calculs, et voilà ce que ça donne. Pour le triens de Droctoaldus, en 10 mm de diamètre, 1,2 mm d'épaisseur, j'obtiens exactement une surface de 100, écoutez bien, 191 mm carrés, j'arrondis, 191 mm carrés. Pour le même volume et un diamètre de 15 mm, normalement, j'obtiens cette fois-ci une surface à recouvrir de 376 mm carrés, pratiquement le double. Ce qui veut dire qu'en choisissant cette forme globulaire, Droctoaldus a économisé des quantités. Mais personne ne savait à l'époque. Vous ne pouvez pas le savoir. Personne ne savait. Même Droctoaldus ne connaissait pas le calcul. Il ne savait pas. Mais intuitivement, il l'avait ressenti. Bien sûr. Hein. D'ailleurs, quand on trouve des fois des trucs en maths, c'est l'intuition qui nous guide toujours. Bon, voilà. Il avait donc compris. Et Morinus prend la relève et prend la même chose. J'arrive. Donc, vous allez me dire, on est content, c'est d'accord, on est convaincu. Mais on n'a pas la preuve finale, l'aboutissement de la preuve finale. Alors maintenant, Madame Coularé, le document numéro 2, s'il vous plaît. Je me suis dit, puisqu'on n'aura pas la preuve sur Orléans, est-ce qu'on ne l'aurait pas par hasard? N'affichez rien, mais préparez-vous. Est-ce qu'on ne l'aurait pas par hasard sur
Corbeil-Essonnes. Alors là, j'ai fouillé, j'ai mis un temps fou dans les archives partout. Et j'ai eu la chance de tomber, allez-y, on peut l'afficher maintenant. Un petit peu mieux. Oui. Ah. Voilà, il suffirait de remonter un tout petit peu. Voilà, parfait. Voilà. Voilà le triens de Droctoaldus de Corbeil-Essonnes. Regardez bien. Alors, c'est dommage, même déjà trop agrandi. Regardez-la bien. Est-ce que vous ne remarquez rien? Hein? Normalement, moi, je ne l'ai pas vu. Je peux vous dire que sur un catalogue en photo, en dimension réduite, normale, on ne voit rien. D'accord? Vous ne voyez rien. Normalement, vous ne devriez rien voir. C'est tout à fait normal. Maintenant, s'il vous plaît, Madame Collaret, voilà, montez, montez. Regardez l'agrandissement de la verre. Paf! Regardez. Ça m'avait intrigué ce petit point. Regardez. Vous voyez? Il y a une fissure en plein centre. En dessous, il y a l'oxydation du cuivre. Ça veut donc dire que Droctoaldus a bien fabriqué des monnaies fourrées. Voilà. La preuve, vous l'avez. J'aurais dû vous dire, avant d'afficher ça, parce que je voulais tellement aller vite, Droctoaldus, il bénéficiait normalement de la présomption d'innocence, d'accord? Mais il faisait quand même un bon candidat potentiel à la culpabilité. La preuve, la voilà. Droctoaldus est bien coupable. C'est pour ça que je vous dis, j'ai mené cette étude, ce travail un peu comme une enquête policière. Ça ne sera pas rédigé comme je vous l'ai raconté, parce que c'est, bon, il faut faire des retours arrière, bon, je pourrais, mais après je vais en mettre 50 pages, c'est pas la peine. Alors, la conclusion de tout ça, bon, écoutez, on n'a plus le temps, la conclusion, vous la découvrirez. Bon, non, mais c'est bon. La conclusion, elle est évidente, voilà. Alors, ce que je vais vous dire, tout ce qui a été du premier document sera publié, ceci c'est entre nous. Parce que, si vous voulez, c'est mieux de ne pas en parler. Vis-à-vis de... Parce que, simplement, pour que vous compreniez bien, de nombreux collectionneurs vont se dire, mais dans ma collection, alors moi j'ai des... Bon, le plus gros travail a été fait dans la première partie du document. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, cette partie-là, on est d'accord? Je ne pense pas que ce soit... Il faut laisser les gens un peu rêver. Et puis après tout, moi j'y ai travaillé, ils n'ont qu'à faire pareil. Voilà, je vous remercie de votre attention.